Bonjour, c'est Bernard Muscolo, psychologue, et aujourd'hui nous allons parler des approches systémiques, de la psychologie systémique. Alors, la psychologie systémique, c'est la psychologie des systèmes. On se sert d'un point de vue thérapeutique de cette approche systémique essentiellement pour les thérapies familiales, les thérapies de groupe, mais aussi les régulations de groupe, les analyses de pratique. Dès qu'on a affaire finalement à un groupe ou à un système, on peut parler de théorie systémique, enfin on peut appliquer en tout cas les principes de la théorie systémique. Un système, ça commence à deux, donc vous l'avez compris, on peut tout à fait fonctionner en systémique dans une thérapie individuelle, enfin duelle, hein, entre le thérapeute et son client ou patient. Les théories systémiques, c'est un courant qui est né aux États-Unis avec une école qu'on appelle l'école de Palo Alto, qui arrive dans les années 50. Donc à peu près les mêmes années que les théories, que la psychologie humaniste de Carl Rogers et de Marshall Rosenberg, et en même temps aussi que les théories de l'information et la naissance de l'informatique. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir? Eh bien, il se trouve que les approches, on va dire, psychologiques, qui sont des approches, on va dire, qui vont traiter de l'humain, sont aussi influencées par les avancées technologiques et par tout un contexte, finalement, qui amène à réfléchir la relation au monde, aux autres, voire aux machines, de manière différente. Ce qui fait qu'en psychologie systémique, on va parler de cybernétique. La cybernétique, c'est quoi? C'est la science des systèmes autorégulés. D'accord? Donc, et il n'y a rien de plus autorégulé finalement qu'un système familial. C'est-à-dire qu'il s'autorégule tout seul, avec des moments de crise, mais il y a une espèce d'autorégulation. Alors, on va essayer de démêler tout ça, et vous allez comprendre très vite sur quelle base repose la théorie systémique. Je vais vous donner deux noms, comme ça va vous permettre de regarder un petit peu sur Internet aussi, de chercher pour vous-même. Hein. Vous allez avoir d'un côté Bateson, B-A-T-E-S-O-N, et Václavic. Alors c'est W-A-T-Z, L-A-V-I, il me semble que c'est C-K à la fin. Donc vous allez avoir ces deux personnes-là qui vont beaucoup travailler dans l'école de Palo Alto, donc Bateson d'un côté et Václavic de l'autre. Bateson plus sur les cybernétiques et Václavic plus sur le système d'homéostasie. Mais globalement, ils vont arriver évidemment aux mêmes conclusions et aux mêmes outils, puisque ça parle de la même chose. L'homéostasie et les systèmes autorégulés, c'est globalement la même chose. Donc, la théorie systémique va s'appuyer sur quoi? Sur deux lois, on appelle ça deux cybernétiques. La première loi, c'est que on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire que si à un moment donné je me mettais à ne plus rien dire dans cette vidéo, ou que je me fermais complètement, eh bien, ça serait une communication en soi. C'est-à-dire que même si je voulais me fermer et ne plus communiquer, ça serait, la seule manière, ça serait à la limite de couper la vidéo. Mais même ça serait une information qui vous serait donnée et qui communiquerait quelque chose. Donc, la première chose qui est vraiment importante en théorie systémique, qui est une théorie de la communication, c'est qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Cela a pour effet d'engendrer deux lois avec lesquelles on va fonctionner. La première loi, c'est que puisqu'on ne peut pas ne pas communiquer, en tant qu'intervenant dans un système, donc en tant qu'intervenant intérieur dans un système ouvert, une famille est considérée comme un système ouvert, puisqu'elle peut laisser la place à un thérapeute de venir, un ou deux thérapeutes, souvent on fonctionne à deux en systémie, de venir justement proposer son aide et aider à clarifier les choses. La première loi, c'est qu'en tant qu'intervenant dans un système, eh bien, je ne suis pas neutre. C'est-à-dire que je fais partie du système. Donc, faisant partie du système, je modifie le système. C'est-à-dire que le système tel que je le vois n'est pas le système comme il est quand je ne suis pas là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important parce que ça veut dire que, en tant qu'intervenant, je ne vais pas être neutre, et ce qui veut dire que le système non plus ne va pas être neutre sur moi. Ne pas être neutre sur moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais avoir aussi, à un moment donné, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Des fonctionnements psychiques ou des résurgences psychiques qui font penser au fonctionnement du système. Je vous donne un exemple. Dans un système, pendant que le système interagit
que les gens racontent leur histoire, comment est-ce qu'ils vivent les difficultés à l'intérieur du système, eh bien, je peux moi-même ressentir de l'angoisse, de la joie, de la colère, de la tristesse. Je peux même avoir des fois même des pensées paranoïaques, alors que je ne suis pas paranoïaque ou que je n'ai pas de pensées paranoïaques d'habitude. Vous voyez? Donc il peut y avoir plein de choses qui me traversent comme ça, et se dire, ok, alors que je ne suis pas quelqu'un d'anxieux, ou que je ne suis pas quelqu'un qui a des idées de parano la majeure partie du temps, pourquoi dans ce système, je suis en train de vivre ça à l'intérieur de moi? C'est-à-dire que le thérapeute systémique va utiliser ce qu'il ressent dans ce moment-là, ce qu'il vit dans ce moment-là et sa vie psychique et émotionnelle, pour justement interagir aussi d'une certaine manière avec l'environnement. Donc vous l'avez compris, non-neutralité de l'intervenant, et non-neutralité donc du système sur l'intervenant et de l'intervenant sur le système. L'autre loi, qui va avec l'idée de on ne peut pas ne pas communiquer, c'est que toutes les informations qui vont être mises dans le système, eh bien le système va être obligé de les traiter. C'est-à-dire que dès qu'une information rentre dans le système, cela va changer l'équilibre du système, et le système ne peut pas faire autrement que de traiter cette information-là. Et c'est en mettant de nouvelles informations que on va pouvoir avoir une action sur le système et que le système va de lui-même pouvoir se réorganiser parce qu'il a des informations différentes. Une information différente, c'est quoi? C'est une émotion qu'on ressent à un moment donné, c'est faire un moment de pause et réaliser ce qui est en train de se passer. Alors je me rappelle d'une thérapie systémique que j'avais animée, c'était, j'avais le père et la mère, qui devaient avoir dans les 70, entre 70 et 80 ans, et j'avais leur fille qui attendait un enfant, leur fille qui avait dans les 35 ans, je crois à peu près, et donc elle attendait un enfant, et le fait que cet enfant arrive a fait qu'elle s'est reposé les questions de ses relations avec son père et sa mère, en disant bah, ok, bah, comment est-ce que je vais écrire ces relations alors que je me sens en conflit avec ma mère, comment je vais écrire cette relation, et comment quelle importance mes relations avec mes parents vont avoir sur mon enfant que j'attends. Et je me souviens très bien de cette séance. Globalement, c'est plutôt elle qui parlait, donc la fille, et elle nous disait combien ce qu'elle avait vécu avec sa mère était mais catastrophique, était horrible, quoi. Et sa mère était à côté et elle écoutait ça. Le père essayait de mettre un petit peu d'eau dans le vin de sa fille, sans pour autant essayer de défendre son épouse. Et à un moment donné, je dis à la jeune fille, à cette femme, puis ok, ça fait à peu près 20 minutes que vous nous expliquez combien ça a été difficile avec votre mère. Est-ce que vous pouvez juste me dire, d'après vous, comment est-ce que votre mère est en train de recevoir ce que vous lui dites? C'est-à-dire qu'on fait circulariser la parole et on essaie de, dans une espèce un temps de pause, si on peut dire ça comme ça, de faire prendre conscience à la personne, voilà, comment est-ce que moi je suis dans ce système, et en étant comme ça dans ce système, qu'est-ce que ça peut faire vivre aux autres dans le système? Alors pour le coup, j'avais demandé comment sa mère le vivait, puisque c'était sa mère qui était la principale visée, mais je sais que j'ai demandé aussi ensuite comment est-ce qu'elle pense que son père vit les choses. Et du coup, ça permet, on appelle ça circulariser, ça permet de faire circuler l'information, et ça permet ça permet à la personne d'être dans autre chose que les informations qu'elle a envie de donner, et de prendre en considération comment ça peut être dans le système toute cette histoire. Vous voyez, c'est cette idée de changer, non pas le point de vue, mais changer la manière dont on imagine les relations dans le système. Et comment est-ce que le système peut accueillir ce genre de choses-là, quoi. Alors, tout ça c'était pour vous expliquer oui, que lorsqu'on met une information dans le système, ce système va la traiter, et que l'information elle peut être de différents niveaux, et que nous en tant que thérapeute, on a précisément cette tâche de faire circuler l'information d'une manière dont elle n'a pas l'habitude de circuler, si on peut dire ça comme ça. Je reviens sur mes principes de base de la systémique. En systémique, on considère donc le système comme un système cybernétique, c'est-à-dire autorégulé. Alors, imaginez que la pièce dans laquelle nous sommes soit remplie de petites billes, de formes et de grosseurs différentes.
et qu'entre ces billes, ce qui fait qu'elles tiennent dans l'espace, eh bien, il y a des dizaines, des centaines d'élastiques reliés entre les billes, reliés entre les murs et les billes, etc. Et fonction de la force des élastiques, donc des tensions qu'il peut y avoir dans le système, et des valeurs qu'il peut y avoir dans le système, des valeurs des tensions, eh bien, tout ce petit monde, finalement, finit par trouver poum, son équilibre, et plus rien ne bouge. Si une bille bouge, ça fait bouger tout le système, et globalement, ça revient à un état d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Imaginez maintenant que tous ces petits élastiques entre les billes soient des informations, que ce soit des informations émotionnelles ou des informations communicationnelles. Si vous coupez un élastique, ou si vous rajoutez un élastique, c'est-à-dire une tension ou une information entre deux billes, ou entre une bille et le mur, eh bien tout le système va bouger, même si c'est très peu de l'autre côté de la pièce et beaucoup là où vous changez d'information, mais en tout cas tout le système va se réorganiser pour rétablir l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? Vous l'avez compris, c'est comment un système reste en équilibre pour ne pas changer. Ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive dans des systèmes en crise. Eh bien, c'est qu'à un moment donné, il y a une information qui est tellement importante que ça crée une crise dans le système. Et le système a du mal à retrouver son homéostasie. Alors, c'est quoi une information qui peut être dans le système aussi déstabilisante? Ça peut être un décès, ça peut être à l'inverse, ça peut être une naissance, ça peut être un remariage, ça peut être deux personnes, parents, qui décident de vivre avec leurs enfants dans un même endroit. Voilà, tous ces événements, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un licenciement. Voilà, toutes ces informations-là, enfin, la systémie les traite comme des informations, eh bien, elles vont mettre en danger l'homéostasie du système, jusqu'à ce que le système retrouve son équilibre. Donc là, vous avez déjà plusieurs concepts. Le concept de on ne peut pas ne pas communiquer, que le thérapeute n'est pas neutre dans le système, et que lorsqu'on met une information dans le système est obligé de la traiter. Que les systèmes ont pour objectif fondamental l'homéostasie. Ce qui fait que lorsque dans une institution, lorsque dans une compagnie, une société, un endroit de vie communautaire, une personne se met à dénoncer un fonctionnement ou ce qu'on appelle, vous savez, les lanceurs d'alerte par exemple, eh bien, il devient souvent le bouc émissaire parce qu'il menace quoi? L'homéostasie du système. Dans une famille, ça se joue un petit peu différemment. Souvent, lorsqu'on reçoit une famille, on va avoir ce qu'on appelle le patient désigné. Le patient désigné, ça peut être un des deux du couple, mais ça peut tout à fait être aussi un des enfants, ce qu'on appelle aussi, d'une certaine manière, l'enfant symptôme. Qu'est-ce que c'est le patient désigné ou l'enfant symptôme? Eh bien, c'est la personne sur laquelle va se cristalliser toutes les tensions, et qui va donc développer des comportements violents ou apathiques à l'inverse. Enfin, grosso modo, c'est lui pour lequel on vient consulter, quoi. On vient consulter pour cette personne-là qui va pas bien, qui est dépressive, ou à l'inverse, qui est super révoltée. Enfin, en tout cas, on vient consulter pour elle parce qu'elle met en danger l'homéostasie du système. Et ce qu'il faut bien comprendre, pour nous thérapeutes, c'est que si elle met en danger l'homéostasie du système, c'est parce qu'elle-même concentre en elle toutes les tensions du système qui sont peut-être dues à un autre événement qui a mis en danger l'homéostasie du système. Vous voyez l'idée? Donc voilà, c'est comme ça que nous allons travailler véritablement en psychologie systémique. La dernière notion que j'ai envie d'aborder avec vous, et ce sera la dernière, c'est la notion de double lien, que vous avez peut-être entendu sous le nom d'injonction paradoxale. Il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits en systémique pour montrer l'efficacité, enfin en tout cas la fonction et le côté délétère de l'injonction paradoxale. Une injonction paradoxale, c'est quoi? C'est des informations qu'on pourrait appeler contradictoires, des injonctions contradictoires. Ça peut être, on en reparlera lorsqu'on parlera du harcèlement et des systèmes
de, de contraintes. Hein. Quelqu'un qui harcèle quelqu'un d'autre va lui donner des injonctions paradoxales. Hein, c'est photocopiez-moi tous les rapports de l'année 2019, mais faites des économies de papier. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Dans les familles, ça s'inscrit évidemment différemment. Ça peut être, et c'est quelque chose qui a été observé par l'école de Palo Alto, il y a des films sur ça, les interactions, ils ont observé les interactions mère-enfant chez les mamans schizophrènes. Et pas que schizophrènes d'ailleurs, mais en l'occurrence, une des vidéos très célèbres, c'est celle d'une maman qui dit à son enfant « embrasse-moi ». Et vous voyez qu'en même temps qu'elle dit « embrasse-moi », elle fait un geste de recul. Donc on a une injonction paradoxale dans le fait qu'elle souhaite quelque chose, ou en tout cas elle demande quelque chose, en même temps son visage est fermé et elle est dans le recul. On appelle ça une injonction paradoxale. Et dans la théorie psychanalytique, même psychiatrique normale, la schizophrénie est vue comme une maladie structurelle, évolutive, avec un très mauvais pronostic. Pour l'école systémique, la schizophrénie est vue comme la seule solution, non pas comme une maladie, mais comme une solution, comme la seule solution pour tenir dans un système où les informations où les communications sont absurdes et intenables. Vous voyez la différence? Donc la schizophrénie non plus vue comme une maladie, mais comme la seule solution pour tenir dans un système où la communication est absurde et intenable. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur la systémie. Vous avez là déjà plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer sur cette théorie des systèmes et sur quoi elle est basée pour ces applications thérapeutiques et comment elles fonctionnent dans une séance. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.